Bien, bonjour à toutes et à tous, nous sommes déjà un peu en retard, donc on ne va pas faire l'exposé préliminaire trop long. Donc nous sommes convenus avec Odile que je présenterai notre premier conférencier et qu'elle lancerait le débat après l'intervention de David Autissier. Alors, je rappelle que nous disposons d'une demi-heure. Une demi-heure, c'est court. Un exposé, des questions en une demi-heure suppose une grande discipline, donc j'essaierai de vous inviter à la discipline si par hasard on dérapait. Alors, David Autissier, j'ose à peine le présenter parce que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il est déjà intervenu à plusieurs reprises dans cette enceinte. Je rappelle qu'il est d'ailleurs le directeur pédagogique de l'université du Change Management, maître de conférence depuis 1988 à Paris-Est Créteil. Il est directeur de la chaire ESSEC du changement depuis 2011, directeur de la chaire ESSEC IMEO, je vais vous dire ce que ça veut dire, innovation managériale et excellence opérationnelle, depuis 2017. Et il réalise de nombreux projets de recherche-action dans les grandes entreprises françaises ou étrangères. Il est l'auteur de nombreux livres et manuels sur la transformation des entreprises et le management. Et il va donc nous parler, en un quart d'heure, s'il le veut bien, des enjeux du management dans les entreprises modernes et ouvertes. David Autissier, je vous passe le micro. Donc l'idée, c'est effectivement, donc il y aura deux interventions de ma part dans la journée. Donc une première ce matin sur quels sont les grands enjeux aujourd'hui en général dans les organisations. Et je mentionnerai même privé-public, parce que donc, je travaille aussi sur la transformation publique avec la création de la direction interministérielle de la transformation publique là, depuis peu. Et donc, parce que les problématiques sont à peu près les mêmes. Après, on pourra discuter de contextes différents. Et puis, cet après-midi, je parlerai un tout petit peu plus de l'engagement des acteurs et des leaders du changement donc, dans les organisations. J'en ai déjà un petit peu parlé pour ceux qui sont venus au précédent board, donc, qui ont été faits. Un premier élément, c'est cette notion de changement exponentiel. Alors ça, c'est une expression qui vient de la Singularity University aux États-Unis. Ce changement exponentiel. Alors après, on chiffre, parce que moi, je viens des maths, donc j'aime bien les chiffres. On estime aujourd'hui qu'on est, en termes de changement, je l'avais mentionné, entre x3, même un peu plus, en termes de nombre de changements que les organisations doivent absorber en à peu près 20 ans. Alors après, on peut travailler sur ce qu'on entend par changement, etc. Mais en termes de rupture, donc on est à x3. Quand il y a 20 ans, quand un manager gérait un changement par an, aujourd'hui, il en gère 3. Donc on a bien cette notion d'exponentialité. Il y a 3, on dit toujours aujourd'hui, ce qui caractérise l'environnement, c'est CODI et opt-in. Alors ça veut dire quoi? CODI, c'est collaboratif. Alors bien sûr, on associe de plus en plus de personnes à la décision. Nous, on a un outil qu'on appelle l'amplitude décisionnelle. L'amplitude décisionnelle, en 20 ans, pareil, a fait x2. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand on devait prendre une décision, on devait convaincre entre 3 et 5 personnes. Aujourd'hui, on doit convaincre entre 6 et 10 personnes. Donc ce qu'on appelle l'amplitude décisionnelle, c'est-à-dire qu'il va falloir aller convaincre un grand nombre de personnes qui participent à la décision. Digital. Je pense que vous avez tous ce que l'amiral Lajoux appelle le 207e os du corps humain. Je sais qu'il y a beaucoup de médecins dans l'Assemblée et de gens du corps médical. Donc effectivement, donc je sais il y en a 206. Enfin si j'ai bien. Le 207e, c'est effectivement ce qui a poussé depuis 2012. 2012 est l'année où on a eu plus de 80% d'équipements en smartphone dans le monde. Donc effectivement, aujourd'hui, nous vivons, et je vois qu'un certain nombre d'entre vous, vous avez bien votre 207e os, donc tout va bien. Sinon, je me serais inquiété. L'innovation. L'innovation, aujourd'hui, toutes les organisations sont dans des environnements concurrentiels, dans des environnements où elles doivent innover pour exister. Et donc ça, je ne vais pas faire les poncifs sur le sujet, mais aujourd'hui, donc, et avec une notion qu'on appelle la convergence technologique. Ça aussi, c'est une notion de la Singularity University. La convergence technologique, c'est-à-dire que le digital nous le montre, l'IA, les robots sont là, donc de plus en plus d'actions seront technologisées, entre guillemets. Donc effectivement, par rapport à ça, on va devoir innover. Chose importante quand même. On innove, on va prendre la technologie pour automatiser des processus existants, mais surtout, la technologie permet de nouveaux usages qui vont créer de nouveaux environnements de marché ou de nouveaux environnements de prestations. Et c'est ça, c'est pas simplement prendre la techno pour faire ce qu'elle fait,
pour automatiser ce qui existe déjà, mais prendre les usages de la techno pour envisager d'autres manières de faire, d'être, de produire. L'optimisation. Il y a une rareté des ressources. Alors bien sûr, je sais qu'on peut avoir un débat sur la rareté des ressources, hein, et de dire qu'il n'y a qu'augmenter les budgets. Non, c'est pas aussi simple que ça. La rareté des ressources, ça veut dire qu'il y a un environnement concurrentiel, mais surtout, il y a une bonne utilisation des ressources. C'est ça qui est important. La bonne utilisation des ressources, c'est la notion d'optimisation. Pour répondre à cela, parce que j'ai 15 minutes, je remercie François qui était là, qui avait attiré ses travaux de PIC, hein, sur Lamarck ou Darwin. Donc on voit bien cette transformation, les systèmes sociaux. Est-ce qu'on est peut-être un peu trop de Lamarck, passé de Darwin alors on remonte, hein, sur des notions, puis on peut remonter encore un peu plus haut, même en philosophie, parce qu'on retrouve la vieille opposition entre Platon et Aristote. Et donc, pour Lamarck, hein, l'évolution des espèces s'explique par l'adaptation à l'environnement. On parle d'adaptation active, avec ses travaux sur les coups de la girafe. C'est-à-dire qu'on va trouver, pour répondre à un environnement qui change, un système, donc un système humain ou un système social, va essayer de réfléchir à la meilleure solution. Et va passer beaucoup de temps dans la compréhension de l'environnement et à trouver la solution. Chez Darwin, il y a un autre modèle qui est effectivement, on est plus dans la notion de variation-sélection. Le système propose des évolutions et c'est l'environnement qui choisit ce qui est le plus approprié, ce qui change complètement la donne. On retrouve j'ai dit pour ça tout à l'heure, je retrouve la vieille opposition entre le monde chez les platoniciens et chez les aristotéliciens. Et chez Platon, je construis le monde parfait dans ma tête et ensuite je le mets en application. Chez Aristote, qui est le philosophe de la praxis, je teste un certain nombre de choses et finalement va se créer ce qu'on appellerait en épistémologie des sciences des formes de conjecture, de vérification, qui deviendront peut-être des lois par la suite. Donc, pour répondre à cela, est-ce qu'on prend beaucoup de temps en chambre et on réfléchit à la meilleure des solutions, ou est-ce qu'on va dans cette expérimentation et dans cette sélection des expérimentations? J'y reviendrai un tout petit peu. Quelques pistes pour essayer d'être un petit peu plus darwinien par rapport à cet environnement. Première piste, l'innovation managériale. Créer les nouvelles formes, dirais-je, de management. Alors, souvent on nous dit, vous, en management, moi je suis dans une école qui s'appelle l'ESSEC, on dit oh oui, vous réinventez un peu l'eau chaude en permanence. Donc effectivement, on peut s'interroger. Alors je prends toujours cette phrase d'Alain Souchon, alors, excusez-moi de changer de référence comme ça, de passer d'Aristote à Alain Souchon, qui dit, bon, on va s'y retrouver, rassure-toi, c'est une question d'air, et qui dit, les chansons, ça dit toujours la même chose. C'est les paroles et les airs qui changent. Ça parle toujours de la vie, de la mort, de l'amour, etc. C'est les paroles parce que ça correspond à des rythmes du temps. Donc je suis assez sensible à cette notion-là. En management, on est un peu pareil. La notion de management, c'est toujours la même chose, c'est faire coopérer les personnes sous contrainte. Il y a des contraintes de temps, il y a des contraintes de production, il y a des contraintes de qualité. Et dire l'innovation managériale, c'est effectivement créer de nouvelles méthodes de coopération entre les personnes, de telle manière qu'on produit sous contrainte et que ça répond aux évolutions sociétales qui ont été mentionnées, Cody, Opt-in, que j'ai mentionné tout à l'heure. J'en ai mis quelques-unes, hein, parce que nous, dans le cadre de la chaire, que je dirige à l'ESSEC, on travaille beaucoup sur toutes ces expérimentations. Les shadow comex chez Accor. Donc Bazin dit à un moment donné, mon comex a un peu de mal à se réveiller sur le digital. Donc du coup, je crée un shadow comex en prenant le modèle anglais des shadow cabinets. Donc je crée un comex bis avec des digital natives et qui vont challenger, entre guillemets, mon comex sans remettre en cause la hiérarchie et le modèle en place. Il faut faire un tout petit peu attention, je me suis déjà exprimé sur le sujet. Je pense que la parole libérée est importante, que l'entreprise libérée, après, il faut faire attention dans les mots. Donc on a aussi besoin d'une ossature hiérarchique qui va faire fonctionner l'organisation. Chez Samsung, le dojo managérial, alors vous allez dire, Samsung c'est un modèle assez militaire. Chaque service, chaque responsable de service fait un dojo managérial toutes les semaines avec ses collaborateurs pour dire tout ce qui ne va pas. Dans une forme de purge, je vais l'appeler comme ça. Alors après, on appelle ça des techniques de co-développement, etc. Mais aussi, donc là, on voit qu'à un moment donné, je ne remets pas en cause l'organisation, mais je prends un temps en parallèle de l'organisation pour discuter sur comment on fonctionne. Ce qui était aussi à la base des techniques d'excellence opérationnelle dans les entreprises japonaises, donc à partir des années 50. L'assessment humanitaire. Alors ça, c'est assez intéressant. J'ai découvert il y a peu avec des fondations suisses, hein,
On envoie un cadre à un moment donné, parce que vous savez, il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui se posent sur le sens, pourquoi je viens travailler, etc. Alors même si je l'ai déjà mentionné, des fois on dit, il y a des gens de la génération Y, Z, milléniale qui disent nous on a besoin de sens, parce que je dis nous, quand on est venu travailler, on n'a pas besoin de sens, on est comme... donc la question c'est effectivement cette notion de sens au sens ce que je fais. Et là, l'assessment humanitaire, c'est à un moment donné, on prend des cadres, on les envoie pendant 15 jours, 3 semaines, réaliser une œuvre humanitaire, ils reviennent et disent qu'est-ce que j'ai appris en termes de management. Donc c'est aussi une forme de renouvellement en tant que tel. Junior entrepreneur, ça c'est une notion intéressante. Ça a été fait par Conforama. Conforama disait à un moment donné, je suis bloqué moi dans mon modèle. Je suis pris, j'ai Ikea d'un côté, j'arrive pas à me réinventer. Donc ils ont pris les enfants des salariés, ils ont fait réinventer les produits, et notamment un canapé avec les enfants des salariés. Ils les ont pris pendant un séminaire 1 semaine, et ils devaient dessiner, dirais-je, un canapé. Et donc les enfants sont arrivés, donc il y avait l'équipe interne, l'équipe externe. L'équipe interne est arrivée avec un canapé classique, et les enfants sont arrivés avec un canapé pizza. Bon, après, la faisabilité technique était autre chose. Mais effectivement, donc, qui montait la notion de disruption. La boîte à pitch, alors ça c'est intéressant, ça a été développé chez Enedis. Aujourd'hui, l'art du pitch devient quand même un élément clé, l'art de communiquer rapidement une idée, un projet avec impact. Et là, donc, comme sur le principe du photomaton, donc il y a une boîte qui fait des pitchs comme ça, qui permet à tous les salariés de faire régulièrement des pitchs et de communiquer sur les réseaux sociaux avec ça en interne, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on lit peu et on regarde beaucoup. Neurofeedback, ça c'est assez intéressant de dire aujourd'hui, quand on forme des managers, avant on les formait en leur donnant des méthodes. Aujourd'hui, ils viennent dans une salle, ils doivent travailler avec leur équipe, et puis il y a des caméras qui prennent, et il y a des systèmes d'eye tracking et également, dirais-je, de fast reading, d'analyse des émotions. Et ça leur sort à quel moment donné vos collaborateurs ont décroché, pas décroché, ont été intéressés, ont eu peur, etc. Mais les résultats ne sont que pour eux, ce qu'on appelle le neurofeedback par rapport à cela. Et là, la liste serait longue, mais c'était juste pour illustrer ces nouvelles manières de travailler la coopération et l'acte managérial dans les organisations et de développer cette capacité managériale. Donc ça, première piste, cette notion d'innovation managériale. Deuxième piste, la notion de management agile. Alors ça, on en parle, on comprend bien la notion d'agile. Donc, après, on en parle beaucoup. C'est assez polymorphe. L'agile vient, l'origine de l'agile, c'était un rapport du ministère de l'industrie américaine dans les années 70, qui était allé au Japon et qui avait dit mais comment se fait-il que l'industrie automobile américaine perd des parts de marché par rapport à l'industrie automobile japonaise. Et ils avaient sorti en disant nous ne sommes pas assez agiles, il faudrait aller vers un management agile. C'est resté là, c'est reparti vers l'informatique, et l'informatique l'a utilisé notamment dans le développement des applications digitales, parce qu'en informatique, on avait ce qu'on appelait le modèle en V, on faisait de la conception et du déploiement, ce qui faisait qu'entre l'analyse des besoins et le déploiement, parfois on avait 36, voire 48 mois, ce qui faisait qu'on déployait des choses qu'on avait analysées 36 mois avant. Donc ça posait problème en termes de réactivité. Et là, les méthodes agiles, il y avait plusieurs choses. Build et run. Il y a des phases de conception, de déploiement. Alors ça, c'est assez intéressant. Un des facteurs clés de succès d'Amazon, parce que quand même qui est montré partout, chez Amazon, il y a, quand vous êtes chef de projet d'un produit informatique en build, vous êtes aussi celui qui allait faire le run par la suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un côté celui qui fait l'application, puis après vous débrouillez. C'est celui qui va l'exploiter par la suite. Ça change beaucoup quand même. Et ça a toujours été mentionné comme un des facteurs clés, dirais-je, de fonctionnement chez Amazon. Tu produis quelque chose, tu vas l'exploiter après. Donc ça ne donne pas la même logique, parce que souvent on développe beaucoup, mais après le run est plus compliqué. Ce qui veut dire que dans les postures de management, le prototypage, le test et la notion de déploiement qui sont clés, et d'être liés en tant que tels. Le Scrum. Scrum, ce qu'on appelle en anglais, c'est la mêlée. C'est-à-dire qu'on va travailler en partie prenante, c'est le collaboratif. Alors c'est compliqué, avec quelle unité, quelle volumétrie allons-nous donner à cela, et comment travailler en mode collaboratif. Ce qui n'est pas simple. Le mode collaboratif, c'est pas simplement laisser la parole à tout le monde, c'est laisser la parole tout en structurant les propos, ce qui est un tout petit peu plus compliqué. Le sprint, ça veut dire qu'on va se donner des boucles. Alors ça, c'est intéressant. Moi, je dis toujours, en changement, il faut toujours avoir 2 discours. On va faire cela, mais la première phase, c'est cela. Nous allons réaliser ça à 2 ans, mais à 3 mois, nous allons faire ça. Il faut toujours avoir ce double discours. Sinon, et souvent, un des problèmes, c'est on dit, nous allons faire ça. OK. Mais la projection temporelle est compliquée à 3 ans.
Par contre, la projection sur à 1 mois, 2 mois, 3 mois est assez facile. Donc il faut toujours avoir cette double boucle. Et dans les sprints en informatique, on dit en général, on a des cycles de 2 semaines. Nous, en changement agile, on dit on a des cycles de 3 mois qu'on va essayer de dire, on a un projet, nous allons faire ça à 3 ans, mais 3 mois, nous devons avoir fait ça. Et revenir sans arrêt comme ça sur ce double discours. Le stand-up, qui est un élément clé, le stand-up, ça veut dire qu'on va chercher à avoir de la communication rapide et percutante, hein, parce qu'effectivement, l'attention... alors après, on pourrait revenir sur les théories de l'attention, mais il faut capter tout de suite. Et là, il y a l'art du pitch, alors au sens large du terme, hein, c'est-à-dire comment, dirais-je, communiquer en 3 minutes une idée de telle manière et la vendre, entre guillemets, par rapport à ça. Ça revient avec l'expérience qui a été faite sur la boîte à pitch chez Enedis. Piste 3, des organisations en deuxième frontière. Alors, j'ai mis la photo, la station F. Hein. Aujourd'hui, on se rend compte que moi, je travaille sur des changements privés, publics, dans des grandes organisations. On a beaucoup de mal. Hein, donc, alors même si on fait beaucoup d'accompagnement, même si on fait beaucoup d'actions, dirais-je, pour essayer d'expliquer le pourquoi, le comment, on se rend compte qu'il y a une dimension qu'on oublie toujours dans les organisations, c'est la dimension politique. Crozier l'avait dit depuis longtemps. Hein, une entreprise, un territoire de pouvoir, et derrière, effectivement, il y a ce qu'on appelle les forces inhibitrices des systèmes, qui sont dans une sorte d'équilibre politique, qui font que... Mais ça, on n'arrive pas dans une assemblée, puis on dit, bon voilà, ce qui bloque, c'est votre territoire politique et le fait de vouloir garder ça. Ça ne se dit pas comme ça demande d'être un tout petit peu plus nuancé. Donc ce que l'on fait, c'est que de plus en plus dans les organisations, on se dit, finalement, au lieu de passer beaucoup de temps à transformer l'organisation, est-ce que nous n'aurions-nous pas intérêt, à développer... Ah, pardon. Je voulais faire un petit truc. Voilà. J'ai pas mon... Bon. N'aurions-nous pas intérêt à dire, il y a un noyau dur, qui est une organisation. Et finalement, on va créer ce qu'on appelle une deuxième frontière. Une deuxième frontière qui sera le lieu de l'expérimentation et le lieu, dirais-je, alors de la mise à l'échelle du scale-up, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que... Et là, on va avoir plusieurs choses. On va avoir des startups, ça c'est ce qu'on connaît le plus. Nous sommes ici dans un environnement qui incarne cela. C'est une deuxième frontière inter-entreprise. Donc effectivement, General Electric l'a dit, nous on a le 5e, 6e étage, je crois, c'est ça. Et donc effectivement, on prend des startups et puis on leur fait développer un certain nombre de choses avec des montages capitalistiques également. Il y a aussi un autre élément qu'on trouve beaucoup à l'étranger, notamment à Singapour, hein, l'ESSEC ayant un campus à Singapour. Le modèle de Singapour est assez intéressant, c'est la notion de spin-off. La notion de spin-off, c'est, vous dites à des personnes à un moment donné de l'interne d'aller créer une entreprise avec une structure juridique indépendante, avec des prises de participation et avec une valorisation capitalistique. Souvenez-vous ce que je disais tout à l'heure sur le mode collaboratif, sur l'amplitude décisionnelle. Aujourd'hui, dans le noyau dur, l'amplitude décisionnelle, elle est x2. C'est-à-dire que pour faire quelque chose, il faut convaincre 10 personnes. Ce qui prend beaucoup de temps, hein, ce qui est contraire au time to market, au temps sur le marché. On sort, on va réduire la taille de l'organisation, mais on accélère le temps décisionnel, ce qui est important aussi aujourd'hui. La spin-off, c'est-à-dire que vous prenez des gens, vous leur dites, vous créez une entreprise avec la possibilité de revenir, avec la possibilité de la racheter. Le modèle de Singapour, c'est assez intéressant. Ils disent, à un moment donné, vous êtes bon, je vous donne une spin-off et vous avez 20% de la boîte. Et on voit dans 3 ans comment elle est valorisée ou pas. Je peux vous dire que c'est motivant. Hein. Et là, moi, je milite sur ça dans les organisations en France. Les spin-offs sont quasiment peu utilisées. Elles sont utilisées que dans un cas, quand je discute avec les DRH, c'est lorsqu'il y a des plans de sauvegarde de l'emploi, ce qui quand même limite la motivation à faire ce genre de choses. Mais bon. Donc on va essayer de créer des spin-offs, on va ramener les startups. Ça aujourd'hui, la French Tech a beaucoup fait pour cela et c'est super, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il faut se rappeler que nous sommes ici dans le siège du Crédit Lyonnais, mais c'était aussi le siège des Échos avant, et il y a 3 ans, il n'y avait pas de grandes manifestations digitales en France. Hein. Les Échos et Publicis ont créé Vivatech, et c'est quand même aussi important par rapport à cela. Ce que j'appelle les projets exfiltrés. Bon, effectivement, j'ai pris un terme un peu fort, hein, donc l'exfiltration. C'est peut-être parce que j'ai travaillé à l'étranger dans certains pays. Mais effectivement, à un moment donné, il y a des projets, on sait que si on les laisse en interne, ils sont morts. Donc il faut les sortir et effectivement les mettre dans des environnements où on va les laisser faire. Je ne dis pas on ne va pas les gérer, mais on va chercher à les sortir, leur donner un temps, alors en général beaucoup plus court, 6 mois, 12 mois, pour réaliser ça. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on pilote la transformation d'une organisation, on dit on a ce noyau dur et on a cette deuxième frontière que l'on va créer. Et la direction, c'est savoir comment tous ces éléments se développent, recouvrent les stratégies et les métiers de l'entreprise. Et puis aussi, il y a même une notion de valorisation capitalistique de tout cela.
et même de dire on va pouvoir faire l'innovation tout en gagnant de l'argent, parce qu'aujourd'hui, il y a des valorisations de ces organisations qui sont faites. Voilà un tout petit peu ce que je voulais vous dire sur, effectivement, ces opt-in, donc CODI, collaboratif digital, optimisation, innovation. Cette notion de dire allons plutôt dans le darwinisme, hein, variation, sélection. Donc on propose des choses à l'environnement, puis on va voir ce qui marche pas. Les grands théoriciens de la complexité disent qu'il faut se mettre dans un phénomène d'entropie par rapport à cet environnement complexe. Donc il faut proposer plein de choses, et puis on va voir ce qui marche, ce qui marche pas. Et puis de dire, les 3 pistes, c'est effectivement innovation managériale, management agile et deuxième frontière. Merci beaucoup, j'espère que je n'ai pas été trop long. Alors, première question, puis après je vais laisser la parole à la salle. Vous nous avez proposé là, en très très peu de temps beaucoup de solutions, d'outils, en tout cas de pistes extrêmement intéressantes pour retourner à l'hôpital. L'hôpital qui est un lieu d'intense transformation, c'est-à-dire qu'on dit toujours il faut que l'hôpital se transforme. Enfin, moi, depuis que je suis dans le monde de la santé, c'est-à-dire depuis à peu près 20 ans, je n'entends que ça. Donc je pense que l'hôpital a une aptitude à se transformer. Or là, on a l'impression de lui dire mais tu es à côté de la plaque, il y a des immobilismes, il faut encore changer. On est là pour ça d'ailleurs. Donc comment et ce que je constate aussi, c'est qu'il y a une forte hétérogénéité en France de l'organisation. Vous parliez d'organisation managériale, le collaboratif n'est pas du tout incarné de la même façon d'un établissement à l'autre. Donc est-ce qu'il y aurait, et peut-être qu'il faut passer la parole à la salle, des choses dans ce que vous avez présenté qui sont intéressantes justement pour incarner cette innovation managériale, comment on peut faire transformer l'hôpital. On passe beaucoup de temps en réunion un peu partout. Comment est-ce qu'on peut être agile dans un endroit où il y a des 35 heures, des pénuries de personnel? Voilà, il y a des problèmes quand même très concrets qui sont peut-être pas... L'hôpital n'est pas une entreprise comme une autre. Donc, dans ce tamis d'outils, qu'est-ce qu'on prend peut-être pour vous comme solution vraiment intéressante? Qu'est-ce que vous verriez, vous, en hiérarchisation un peu des choses? Alors, en hiérarchisation, donc effectivement, je pense qu'il y a un contexte particulier. Il y a effectivement les conditions de travail qui ont été mentionnées. Il y a aussi l'activité en elle-même, qui est une activité liée à la santé, qui est liée au phénomène d'urgence, hein, donc qui fait qu'à un moment donné, on voit bien qu'il y a des caractéristiques de la production. Je parle comme ça, hein, donc excusez-moi, mais par rapport à ça, moi, ce qui me paraît le plus important, c'est aujourd'hui. Quand on regarde aujourd'hui, mais c'est valable dans beaucoup d'organisations, en fait, il y a beaucoup de choses qui se font. Quand on regarde ça, je trouve que ça bricole plutôt bien sur le terrain. Il y a des choses qui sont, je ne suis pas en train de dire que tout est parfait, qu'il n'y a pas... Mais après, la principale difficulté, c'est comment transformer une expérimentation en un élément généralisable. C'est ce que les anglo-saxons appellent le tipping point, le point de bascule qui est difficile. Aujourd'hui, et c'est valable aussi pour les entreprises privées. Je suis dans une grande banque il n'y a pas longtemps. Ils nous disaient on a fait 400 POC. J'ai dit ok, d'accord, vous avez fait 400 POC. Vous avez transformé combien? POC, c'est des expériences. Proof of concept. Proof of concept, effectivement. Donc alors maintenant, c'est la grande mode. On lance plein de trucs. Alors pourquoi pas? C'est très darwinien, hein, ce que je mentionne tout à l'heure. Sauf qu'à un moment donné, la question, c'est combien en transforme-t-on? Et aujourd'hui, je pense qu'une des problématiques, c'est effectivement cette mise à l'échelle. Et si j'avais à prioriser, c'est plutôt effectivement la notion de deuxième frontière, qui me paraît importante, parce que le management agile, je vais presque dire, c'est les médecins, ils l'ont quasiment de manière intuitive, parce que je veux dire, ils gèrent des cas qui ne sont jamais les mêmes, donc il y a une forme de résilience organisationnelle qui s'est créée, en quelque sorte. Donc ils sont habitués à gérer ça. L'innovation managériale, effectivement... Et alors sur le deuxième cas, sur le management agile, pour moi, c'est acquis, entre guillemets, alors après on pourra en reparler. Sur l'innovation managériale, il y a toute la problématique, comment associer différentes parties prenantes, mais les associer avec ce souci, dirais-je, de l'efficacité, parce que le collaboratif, c'est pas des brefs de comptoir, quoi. C'est à un moment donné, j'associe, je referme, j'associe, je referme. Il faut savoir à quel moment j'associe, à quel moment je ferme. Et ça, c'est pas si simple que ça. Et je pense que la notion organisationnelle de la deuxième frontière,
permettrait effectivement peut-être, alors je ne sais pas, peut-être que ça existe, mais enfin, les incubateurs dans les hôpitaux, des choses comme ça, qui permettraient, je sais qu'il y a un certain nombre de choses, des gens qui travaillent sur ça aujourd'hui. Il faut ouvrir, et il faut ouvrir avec la notion aussi, c'est une règle très marxiste que je mentionne, contribution-rétribution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez demander des gens de contribuer, il faut qu'il y ait des rétributions en lien avec ça. Le modèle des spin-offs, c'est tu viens, tu développes ton truc, tu as 20% de la boîte, elle est revendue. Je sais que c'est une notion financière, ce que je suis en train de dire. Mais en même temps, c'est aussi des éléments qui participent à. Je ne dis pas que ça ne peut être que le seul. Alors, sur le collaboratif, il y a quand même beaucoup d'ingrédients aujourd'hui. On parle beaucoup de transfert de compétences. On sait qu'il y a des tas de services aujourd'hui où on travaille vraiment en collaboration, toutes les équipes soignantes entre elles, etc. Il n'empêche que nous, on voit dans nos enquêtes, et par exemple, le patient, lui, veut du temps médecin plutôt que du temps infirmière. Le temps infirmière, il ne compte pas pour lui. Et ça, c'est dommage. Donc là, il y a aussi un travail à faire auprès de l'opinion. C'est-à-dire le collaboratif, ce n'est pas que l'histoire de l'hôpital, il y a tout un travail peut-être à faire pour changer les mentalités, accepter qu'il y ait certaines tâches qui soient prises en main par l'infirmière, que ça pose aucun problème. Alors c'est déjà le cas dans plein de services, notamment des malades chroniques, etc. Mais enfin, pour avoir enquêté pas mal, il y a certains patients qui veulent parler qu'au médecin. Voilà, il y a encore cette idée. Donc le transfert de compétences, on n'y est pas non plus forcément partout. Il y a aussi des hiérarchies quelque part, des silos à casser pour que le collaboratif il s'incarne vraiment à l'hôpital. Il y a des endroits où ça se fait sans doute très bien et des endroits où ça coince, alors pour plein de raisons. Donc là, est-ce qu'il y a des choses, des outils, des façons de faire, comment on peut dépasser les blocages actuels? Alors, s'il vous plaît, on va peut-être passer la parole à la salle tout de suite après. Un échange. Tu veux que je réponde? La dernière fois, on avait parlé un tout petit peu des irritants. Des irritants, moi en général, j'aime beaucoup faire ce travail quasi ethno-sociologique. Quels sont tous les éléments qui bloquent dans l'organisation? Les irritants sont des éléments identitaires, souvent liés à des avantages acquis, qui ne sont jamais formalisés et qui participent à la représentation que les gens se font d'un changement et de leur fonctionnement. Et moi, je dis, vous me donnez tous les irritants. Et après, dans les irritants, la difficulté, alors on les trouve, parce qu'on les connaît, on sait qu'il y a un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Après, je pratique toujours la technique, je demande « je vous ai compris ». Alors, effectivement, phrase célèbre. Je sais que c'est ça qui pose problème pour vous. En fait, je sais que faut les voir, vous voulez parler au médecin, vous voulez parler à ça, mais je sais que c'est ça qui pose. Donc, on va essayer de percuter les organisations par rapport à ces irritants. Alors, soit ils sont à l'encontre du changement ou pas. Si ils nous aident à réaliser le changement, on ne les touche pas. Si à un moment donné, il faut les traiter, faut les traiter. Moi, je prends toujours cet exemple-là. À l'université, on a des heures coefficientées, donc ce qui fait que... Mais personne n'en parle, parce que ça fait partie des trucs qui sont dans l'air comme ça. Et donc, du coup, à un moment donné, il faut en parler, dire que le problème, c'est ça, et quelles sont les solutions. Donc, et là, c'est effectivement mettre le collaboratif au service de la résolution des irritants qui sont difficiles, dont on n'a pas envie de parler, forcément. Alors, il faut le faire avec des techniques, dirais-je, de communication et des techniques collaboratives, parce que l'idée, c'est pas de créer des antagonismes, c'est de traiter des points de blocage par rapport à ça. Et là, on a la technique des petits pas, c'est-à-dire qu'on va un deuxième, un troisième, et petit à petit, on s'habitue à faire cela. Quand Samsung dit à un moment donné, je fais mon dojo managérial, c'est effectivement, une fois par semaine, on va se dire tout ce qui ne va pas. Et pourtant, Dieu sait, si Samsung est un fonctionnement très hiérarchique, quasi militaire. Mais de dire à un moment donné, il faut... Et ça, je pense que dans notre culture, on n'arrive pas à se dire les choses sans être dans l'antagonisme. Et c'est pas parce que je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas que je suis dans une posture antagoniste avec la personne. Donc, et ça, c'est une évolution à avoir, effectivement, et ça associe différentes parties prenantes. Pardon, excuse-moi. On passe à la question de la salle. Qui souhaite prendre? Cédric, Lucier? Oui, merci. Cédric Lucier, je suis directeur d'un hôpital dans l'Essonne. En écoutant votre présentation et toutes les pistes que vous traciez, je m'interrogeais pour savoir ce qui en empêchait l'appropriation plus rapide dans un hôpital. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est le modèle finalement darwinien et la régulation par le marché qui permet le déplacement de ressources et qui permet quelque part, qui sous-tend l'idée de déplacer une organisation vers une autre forme d'organisation. Ma question est la suivante, est-ce qu'on peut véritablement s'approprier les choses hors marché et dans un monde où les ressources seraient fixées bureaucratiquement et plus par la vertu de la T2A? Après, moi je pense que
vous avez un élément que d'autres organisations, dirais-je, marchandes n'ont pas. C'est la passion, c'est la vocation, et ça, c'est quand même un élément clé. Quand on discute, enfin, je sais pas, quand vous rencontrez un médecin, vous savez qu'il est médecin très rapidement. Enfin, je sais pas, au moins ceux que j'ai rencontrés. C'est peut-être pas mon échantillon, n'est peut-être pas représentatif, mais on sent qu'il y a quand même une fierté, et c'est normal. C'est quand même un des plus beaux métiers du monde, donc du coup, et je trouve que là, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant dans la motivation et dans le sujet traité. Et là, les gens ne comptent pas, c'est pas ça, mais s'investissent énormément. Donc je pense qu'effectivement, il y a des éléments, il n'y a pas une régulation de marché, comme ça a été dit, et d'allocation de ressources, mais derrière, il y a aussi une motivation qui est beaucoup plus forte. Enfin, moi, c'est mon sentiment que j'ai dans les réalisations. Après, si je peux autoriser, bien sûr, hors micro. Oui, mais la question, c'est de rencontrer pas un médecin, mais deux médecins. La question organisationnelle, elle n'est pas dans la passion qu'on peut déployer, elle est dans la difficulté à déployer des ressources d'un médecin vers un autre médecin, d'un projet vers un autre projet. Et les éléments empathiques sont peut-être un peu plus difficiles à construire s'il n'y a pas une forme de modèle de régulation qui soit juridique, de marché, de concurrence pour le projet, qui soit un peu organisé. Alors, on vient au concept de territoire politique, là, dont vous parliez tout à l'heure. Oui, il y avait une autre question. Non, une seconde simplement, mais ça permet de faire un contrepoint pour la construction de non pas de nos recettes, mais des pierres qu'on va essayer de poser durant cette journée. Ce qu'a dit Cédric Lucier, ça me semble, derrière son interrogation, c'est qu'aujourd'hui, il y a, via la T2A bashing, il y a une sorte d'attaque d'un système de valeurs qui a été construit dans les années 80 autour de la production de soins. Bon. Il y a beaucoup de raisons aujourd'hui de le critiquer, mais peut-on donner ou redonner du sens aux professionnels sans avoir un système qui permet de valoriser leur production, leur activité, leur contribution à ce qui est fait par les uns et par les autres. Et ce qui était, pour la génération qui fut la mienne et qui est nombreuse dans la salle, ce qui a été considéré comme un progrès considérable dans disons, la modernisation du système de santé au milieu des années 80. Oui, Martial-Olivier Querette, médecin généraliste. En complément de la question sur la régulation par le marché qui n'existe pas, pour ainsi dire, dans la santé, la deuxième question, tout de suite, qui vient à l'esprit dans votre présentation, c'est qu'est-ce que nous produisons, nous, dans la santé? Parce que les systèmes que vous présentez sont des systèmes qui interviennent sur la production, de la conception à la commercialisation. Et qu'est-ce que nous produisons dans la santé par rapport au système que vous proposez? J'ai une réponse, bien sûr. Je vais essayer de faire... Donc, il y a la notion de la production, puis enfin, je veux dire, c'est très corrélé, la notion de la production et la notion de la régulation, dirais-je, de l'activité. Je vais faire un petit détour. Vous savez, nous, en changement, on dit on a un phénomène qu'on appelle le syndrome de la diva. Le syndrome de la diva, c'est qu'on ne peut pas en mettre deux sur scène. C'est sûr, c'est une preuve. Voilà, je vois qu'il y a de la maîtrise. Non. Aujourd'hui, donc effectivement, et on sait très bien que les projets se réalisent avec des gens de talent, et que souvent les gens de talent sont effectivement, il y a une probabilité non nulle, je ne dis pas certaine, je dis non nulle, qu'il y ait un syndrome de diva. J'ai dit attention, je prends mes précautions oratoires par rapport au sujet. Mais rassurez-vous, chez les profs, c'est pas mal non plus. Et donc, bah oui, c'est ça, ça devient compliqué là. Donc, mais, non, ce que je veux dire, c'est et là, ça pose la question de la régulation de ces acteurs-là. La seule régulation que l'on ait trouvée par rapport à ça, c'est d'arriver à les associer dans des projets sur lesquels ils vont voir la valeur ajoutée d'être ensemble. Et tout de suite les projeter. On pourrait prendre des parallèles footballistiques aujourd'hui. Hein, si vous prenez les gens, arriver à les faire fonctionner. Et c'est ça qui est difficile. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire par rapport à ça, c'est de dire il y a des projets liés à l'activité, et qui ont sens par rapport à l'activité, qui vont leur permettre, entre guillemets, de trouver, de s'assembler, d'assembler, entre guillemets, et de partager leurs talents dans une production commune. C'est ça qui est compliqué. Parce que les gens sont plutôt
c'est François Dupuis qui dit les gens ne font pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils sont intelligents. Si à un moment donné, ils voient qu'ils ont intérêt à collaborer avec un autre, même s'il y a un peu d'ego, même s'il y a du territoire, etc., et si on met en place les conditions qui vont faire qu'ils vont aboutir à quelque chose ensemble, ça va débloquer la situation. Je dis bien, ça peut la débloquer. Odile, il va peut-être falloir qu'on s'arrête parce que si on veut respecter notre temps de... Vous avez encore une minute. Bon, alors, Ouais. une autre Moi, j'avais question. peut-être une question pour les gens qui connaissent bien l'hôpital dans la salle. Il y a quand même des outils qu'on utilise en entreprise pour faire fonctionner les gens mieux ensemble, pour mettre du collaboratif. C'est pas évident, effectivement, de travailler, de créer une dynamique d'équipe autour de projets, etc. Il y a des tas de techniques. Moi, je sors d'un petit séminaire lié à ça. Ça fonctionne super bien. C'est vraiment très efficace. Je ne sais pas si l'hôpital, aujourd'hui, utilise ce type d'outils. Alors, est-ce qu'il n'y a pas le temps, d'abord? Il y a une histoire très concrète. Ça prend quand même un petit peu de temps pour s'approprier l'outil, pour le mettre en musique. Mais c'est un outil pour la vie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce petit stage, on se le garde comme un trésor pour toute sa vie, pour ses relations avec ses collègues, ses relations avec ses proches. C'est un outil humain. Je ne suis pas sûre, et je pense qu'à l'hôpital, on utilise beaucoup ce type de dispositif. C'est un outil très simple qui permet de catégoriser les gens en 4 catégories. On sort de la journée, il y en a plein d'autres, je cite celui-là parce que j'en sors. Mais voilà, ça c'est des choses pratico-pratiques qui fonctionnent en entreprise, qui travaille sur l'humain, donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas à l'hôpital, pour mettre les gens ensemble autour d'un collectif. Oui, une question sur la droite. Merci. Moi, je m'appelle Michel Timarato, je suis prof de médecine à Marseille. L'outil ne fait pas l'artisan. Bon, alors aujourd'hui, moi, je trouve les outils que vous avez montrés sont fantastiques. Et effectivement, on a très envie d'aller à la deuxième frontière, etc. Mais les artisans aujourd'hui, il faut qu'ils puissent être dans une démarche aristotélicienne, c'est-à-dire mus par le désir. Et aujourd'hui, c'est plutôt la crainte, voire la colère, qui les anime. Et donc, il y a aussi un travail à faire, qui est un travail un peu philosophique, pour dire, quand on oppose les silos, vous avez dit les infirmières, les médecins, ce qu'on vit, nous, c'est pas tout à fait ça. Donc, peut-être qu'il y a un petit travail de réconciliation à faire, autour du sens, autour des objectifs partagés, pour remettre ensemble les artisans dans une démarche de désir. Et comme ça, ils pourront aller à la deuxième frontière faire des spin-offs. Parce que sinon, on est tout le temps assommé par des démonstrations de start-up. On prend quelqu'un à l'extérieur qui montre quelque chose et on nous montre comment ça marche. Mais ça ne suffit pas pour rendre les gens heureux. Il y a un paradoxe incroyable entre le nombre de gens qui veulent rentrer dans la filière santé et les plaintes qui se manifestent à l'intérieur de la filière santé. Il faut aussi s'intéresser à ce paradoxe parce que si on ne soigne pas les artisans, on peut leur donner tous les outils. Moi, je ne suis pas musicien. On peut me donner un beau violon, je ne fais pas une symphonie. Une stat par rapport à ça qui montre effectivement, quand vous savez, dans les startups, effectivement, je partage aujourd'hui, quand on intègre les startups dans les organisations, on n'a que 5% des startups qui vont fonctionner parce qu'il y a plein de raisons. Par contre, quand on le fait, alors les stats sont des stats singapouriens, donc je suis très réservé. Non, mais sur les spin-offs, là, on a un taux de... Parce que les gens sont de l'interne, donc connaissent bien l'interne avec toutes les spécificités. Et je pense que c'est clé parce qu'il y a toute une culture, tout un environnement à connaître. Et sur les spin-offs, on est à 30% de réussite. Donc là, ça veut dire qu'on est quand même, on est à 6 fois plus quand même. Donc je pense que... Alors je suis assez d'accord, donc il y a des notions, mais là, ça permet de travailler sur le plus petit dénominateur commun à la transformation, c'est-à-dire le projet embarqué. Je dirais, ça a été notionné par Dominique sur la notion d'embarquer les acteurs. Peut-être réponse des 2 coordonnateurs. Oui, moi, je voudrais ajouter quelque chose. Quand on parlait de silos au sein de l'établissement, il y a aussi des silos entre les acteurs. Et quand on parle d'innovation managériale, elle touche à la fois l'hôpital, mais aussi notre système de santé. C'est les deux qu'il faut modifier. Je crois qu'il y a une certitude, me semble-t-il, j'espère me tromper, mais je crains malheureusement que je ne me tromperai pas, les ressources allouées au système de santé ne vont pas augmenter dans les années qui viennent. Il y a d'autres priorités au niveau national, la défense, la sécurité, etc. Et on voit bien que le système de santé il est de plus en plus contraint. Donc si on ne change pas le management du système et de l'hôpital, on va droit dans le mur. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? À mon avis, il faut revoir le rôle des acteurs entre eux. Alors, on va pas ouvrir ce débat aujourd'hui, mais il est fondamental. Il est clair qu'aujourd'hui, l'hôpital en fait trop. L'hôpital en fait trop.
Et pourquoi en fait-il trop? Comment faire en sorte que l'hôpital en fasse moins sans se renier, bien entendu. Il ne s'agit pas de réduire l'hôpital à peau de chagrin, mais à l'évidence, il en fait trop. Puis le deuxième niveau de mon interrogation porte sur l'optimisation, qui est un terme que vous avez utilisé tout à l'heure. Est-ce que notre système de santé, il est optimal? Bien sûr que non. Enfin, c'est les médecins eux-mêmes qui disent que 30% de ce qui est fait est inutile. C'est effrayant quand même, quand on réfléchit à ça. Donc c'est-à-dire que notre système, il n'est pas optimisé. Donc il y a deux champs de réflexion majeurs dans les années qui viennent. Et si on veut s'en sortir compte tenu des contraintes budgétaires qui seront là, qu'on le veuille ou non, et on le verra en 2019, à mon avis encore plus qu'en 2018, il faut bien sortir de la situation actuelle, aussi bien en interne qu'en externe. Il faut aussi réformer le système de santé, c'est-à-dire la place respective des acteurs si on veut faire évoluer le système. Sinon, on va pas dans le mur.